au-delà de cette problématique financière, qui explique une partie du problème, il y a aussi une cause fondamentale qui explique cette explosion des prix, la difficulté à accéder au logement. C'est dans la fabrication même, dans le processus même de fabrication de la ville, avec notamment l'intervention des promoteurs. Donc David, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce processus est aussi à l'origine des difficultés et des dysfonctionnements qu'on constate en matière d'accessibilité au logement? Oui, en fait, ça s'inscrit complètement dans la financiarisation. Qu'est-ce que c'est la financiarisation? C'est l'importation des outils du monde de la finance dans d'autres domaines. Concrètement, c'est de se dire qu'avant, avant les promoteurs, donc les premiers promoteurs ont été créés en 1851 avec le crédit foncier. Ils ont redisparu dans 1880 parce qu'il n'y avait plus assez de bourgeois pour les logements bourgeois. Un peu la même situation qu'aujourd'hui. Mais en fait, avant les promoteurs, des gens construisaient des logements. Mais dans une logique patrimoniale, c'est-à-dire qu'ils construisaient un logement pour le garder ensuite. Les villes se sont constituées comme ça. Au XIVe siècle, les marchands achetaient aux seigneurs des terres autour. Et quand les gens venaient, les anciens serfs venaient dans la ville, ils construisaient des logements de très faible qualité, c'est un standard d'aujourd'hui, dans lesquels ils avaient logé leurs ouvriers. Ce qui change en fait la promotion immobilière, c'est qu'elle va se focaliser au moment de la création de la valeur urbaine. Il faut savoir, un terrain agricole, ça vaut 60 centimes d'euros le mètre carré. Une fois stabilisé, c'est-à-dire qu'on a amené des routes et qu'on peut raccorder à l'électricité et à l'eau, ça vaut 30 euros le mètre carré. C'est déjà une belle plus-value. Et après, vous faites le calcul avec un immeuble, voilà, on construit à peu près la moitié de la surface sur une parcelle. Si l'immeuble vaut 10 000 euros, on construit la moitié du terrain, mais le terrain, le mètre carré, vaut 5 000 euros. Donc, en fait, voilà, la création de valeur, elle est sur le passage des 30 euros aux 5 000 euros de mètre carré. Et c'est là que va se focaliser le promoteur. Le promoteur, c'est quelqu'un, c'est un acteur de terrain. Il va parler à des notaires, avec des maires, il va essayer de dénicher des petites affaires pour pouvoir construire. C'est un outil indispensable pour le financier. Le financier, il ne peut pas aller sur place. Il a besoin de quelqu'un qui lui transforme la ville en fichier Excel. Et il transforme la ville en fichier Excel avec deux mécanismes principaux. C'est-à-dire que la valeur d'un bien immobilier, dans une logique patrimoniale, c'est les loyers. C'est-à-dire que ça vaut autant parce que tous les ans, je récupère ces loyers. Je suis une assurance ou je suis une coopérative. Et en fait, tous les ans, je récupère ces loyers. La financiarisation, c'est ce qu'elle change, c'est qu'elle va anticiper la plus-value future. Parce que pour faire plus d'argent, il faut faire tourner le capital plus vite. Pour investir plus vite, le sortir plus vite. Et donc en fait, il va se dire, sur 5 ans, je vais toucher 5 de loyer tous les ans, ça me fait 25. Mon bien, il m'aura coûté 100 par exemple, donc j'ai une rentabilité de 5% juste sur le loyer. Et en fait, au bout de 5 ans, je vais le vendre avec 25 euros de plus-value, 25 de plus-value. Donc en fait, au total, j'aurais gagné 25 de plus-value plus 25 de loyer sur 5 ans. Donc en fait, ma rentabilité, elle est plutôt de 10. Je simplifie un peu les chiffres, mais c'est ça la logique. Et donc le promoteur, il va permettre ça. Et en fait, il va permettre ça en construisant. Donc c'est une sorte de cheville ouvrière en fait de la. Comment est-ce qu'il fait? Donc je vous ai dit, un promoteur, ça identifie un terrain, ça construit des logements, ça les vend. Même en fait, ça identifie un terrain, ça vend des logements, ça achète le terrain, ça construit. C'est une petite particularité française qui permet d'avoir besoin de peu d'argent parce qu'on vend les logements avant de les construire. Qui n'est pas forcément mauvaise en soi. Moi, quand j'ai travaillé avec des promoteurs sur un terrain, une vieille maison qu'on peut transformer en immeuble à Saint-Mandé, et ben, on peut avoir 10, 20, 30 promoteurs qui vont enchérir. Le propriétaire privé, les héritiers généralement de la mamie de Saint-Mandé, ils veulent vouloir la meilleure offre possible. Donc les promoteurs, ils utilisent un système qu'on appelle le compte à rebours. Ils comptent à l'envers. Ils se disent sur cette maison de mamie là, combien je vais pouvoir construire de mètres carrés et à quel prix je vais pouvoir les vendre. Donc combien je peux construire de mètres carrés, c'est la densité. Moi en tant qu'urbaniste, je ne suis pas forcément contre la densité. Dans le dialogue des promoteurs avec le maire, je suis plus du côté promoteur que du côté maire qui veut rajouter des parkings et qui peut éviter de construire à côté d'une gare du Grand Paris, comme ça existe. Mais donc voilà, il va essayer de construire plus de mètres carrés. Et il va essayer de les vendre le plus cher possible. Comment est-ce qu'il fait pour définir le prix? Les prix d'immobilier, c'est des prix qu'on appelle de référence. Vous allez voir, un agent immobilier, il regarde les transactions qui sont autour. D'ailleurs, c'est bizarre, elles sont publiques, hein, ces transactions, parce qu'elles sont taxées, en fait.
qui est taxé, on peut faire de la statistique dessus. Et donc, du coup, elles sont publiques, donc il va regarder ça s'est vendu comment. Et si, ben moi, je vais vendre, je vois tout ce qui se vend autour, mais moi c'est neuf, en plus on ne paye pas les droits de mutation qu'on achète, donc je vais vendre plus cher. Je vais vendre un peu plus cher. Il prend cette valeur-là, ce chiffre d'affaires-là, il enlève les coûts de construction, les honoraires, sa propre marge. Les banques lui imposent d'ailleurs d'avoir une marge d'au moins de 8%, sinon ils ne lui prêtent pas d'argent. Donc il n'a pas le choix, il ne peut pas avoir un promoteur qui dit bah, moi je vais faire low cost, je vais prendre moins de marge, il ne sera pas financé par les banques. Donc il fait tout ça et à la fin, il tient à la fin de son compte à rebours, donc il a compté à l'envers tout ce que je peux gagner, tout ce que ça coûte. Il y a ce qu'on appelle la charge foncière, c'est ce qu'il peut payer pour le terrain. Celui qui gagne le terrain est celui qui paye le plus pour le foncier. Les héritiers de la mamie de Saint-Mandé, ils vont prendre celui qui est. Et comme en fait les coûts de construction, les prix des architectes, les taxes, c'est un peu les mêmes pour tout le monde, celui qui gagne le terrain, 9 fois sur 10, c'est celui qui a décidé de vendre le plus cher le logement. Dans un moment de 2000 à 2020, où en fait les prix augmentaient tout le temps, si jamais on s'était trompé, on avait été un peu trop optimiste, on se disait ben, on avait fait un peu trop haut, c'est pas grave, il suffit d'attendre un an. En plus, on n'a pas acheté le terrain. En fait, comme les prix, ils prenaient 4% par an en gros pendant 20 ans, comme l'offre c'était plus 1% par an, les prix c'était plus 4%. Donc en fait, je me suis trompé sur mes prix de commercialisation, j'attends un peu. C'est alors pour ça que ça prend beaucoup de temps de construire en France et que ça choque personne, parce que quand les prix augmentent, ça arrange tout le monde d'attendre un peu. Donc en tout cas, il a ce levier-là. Problème, la financiarisation, je vous dis, les gens anticipent une plus-value à la revente. Le problème, c'est que quand on se dit, ben, moi je veux une rentabilité de 5%, j'ai 25 par le loyer, plus 25 dans la plus-value, ben, le bien, je suis pas obligé d'acheter à 50, parce que, je peux l'acheter à 100, parce que j'intègre la plus-value. Donc la spéculation sur la revente future est intégrée dans les prix d'aujourd'hui. Et là, il y a une courbe qui est très connue, qui est la courbe de Frigide, où en fait on voit les loyers, ils sont restés à peu près stables. Le problème, à l'échelle de la France, ils ont augmenté avec l'inflation, avec l'indice des loyers. Mais depuis 2000, les prix de l'immobilier ont énormément augmenté. Même la richesse nationale de la France, qui est comptée en années de PIB, a doublé. C'était toujours 4 à 5 années de PIB de 1970 à 2000. De 2000 à 2020, on est passé à 8 à 9 années de PIB de stock de richesse, intégralement expliqué par l'immobilier et le foncier. Donc se sont enrichis les gens qui étaient déjà propriétaires de l'immobilier et de foncier. À cause des taux bas notamment. Et donc là, le problème, c'est qu'en fait, les prix d'acquisition n'apportent plus, en fait, sont tellement élevés que le loyer ne suffit plus à intéresser un investisseur privé à acheter. Parce que les prix ont tellement monté, tandis que les loyers sont les mêmes, vous n'allez pas investir. C'est comme si, par exemple, la valeur d'une action, c'est les dividendes qu'ils vous apportent. Et du coup, vous n'allez pas investir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, mais il faut quand même des gens qui investissent pour qu'il y ait des gens qui louent. Parce qu'à la limite, ceux qui achètent pour leur résidence principale, ils sont une logique un peu différente. Mais ceux qui achètent pour louer, il faut un marché locatif privé, parce qu'on n'a malheureusement pas 80% de logements sociaux. Mais en fait, on se dit, c'est pas assez rentable. Donc qu'est-ce que fait l'État? Il fait la défiscalisation. Qu'est-ce que c'est la défiscalisation? C'est de dire, l'investisseur, en fait, aujourd'hui, moi j'ai 100 000 euros, je peux choisir de les mettre en assurance vie, sur mon PEA, ou investir dans l'immobilier. Ben, en fait, par rapport au risque fait, je préfère le mettre sur mon PEA. Pour que les gens l'enlèvent du PEA et le mettent dans l'immobilier, il faut augmenter la rentabilité. Pour augmenter la rentabilité, il y a deux manières. Soit on faisait baisser les prix, soit on augmentait les loyers. Alors, on ne peut pas augmenter les loyers politiquement, et tant mieux. Pas autant qu'on voudrait les investisseurs. Par contre, on peut déduire de leurs impôts une partie. Donc, ils ont une partie du loyer qui est payée par le locataire, une partie des loyers qui est payée par le contribuable. Un Pinel, qui est un grand dispositif, sur la Cour des comptes, ça coûte 50 000 euros par logement à l'État, en perte fiscale. Un logement social, ça coûte, selon l'évaluation du rapport d'Allier, sénateur LR, 38 000 euros. Ça veut dire que l'État préfère utiliser un dispositif qui va mettre de l'argent dans la poche des deux déciles supérieurs, qui sont la majorité, 90% des gens qui bénéficient de ça, parce qu'il faut payer beaucoup d'impôts pour que ça soit intéressant, plutôt que de construire un logement social qui durablement offre un loyer accessible et qui au bout d'un moment s'autofinance. Voilà, on est malheureusement à 16%, pas à 80%. Si on était à 80% de logement social, on pourrait s'autofinancer entièrement.
Et du coup, ça, c'est vraiment une vision court terme. Et donc, le promoteur, finalement, il s'est glissé, c'est un acteur privé qui s'est glissé dans un truc qu'on lui a construit, qui a été construit par l'État. Et finalement, Isabelle, tu dis qu'il n'y a pas de financiarisation dans le logement, c'est vrai on n'a pas les gros fonds d'investissement qui viennent chez nous parce que c'est pas assez rentable. Mais on a ce que moi j'appelle une financiarisation pour petits riches. Et celle-là, en fait, elle a un autre effet pervers, c'est qu'elle a un effet culturel qui fait que pour beaucoup de gens, finalement, l'immobilier, c'est un moyen d'accroître son patrimoine. Même c'est un truc qu'on va nous dire, ben, on peut faire les retraites, on peut payer peu les retraités parce qu'en fait, ils sont propriétaires. Et en fait, on a commencé à donner plusieurs objectifs à l'immobilier. Celui de loger, c'est la valeur d'usage, et celui d'enrichir les gens, c'est la valeur d'actif. Alors enrichir, on peut s'imaginer les grandes fortunes, mais il y a 60% des Français propriétaires. On est passé de l'après-guerre de 20% à 60%. Pendant un temps, ça a permis de créer une classe moyenne. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, les prix font que ce mécanisme ne fonctionne plus. Mais en fait, c'est assez basique. Si, avec le même outil, vous cherchez à enrichir les gens et à loger des gens de manière accessible, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à la fois faire augmenter les prix de l'immobilier et faire baisser les prix des loyers ou les prix de l'immobilier. Et donc la logique souvent du gouvernement avec la défiscalisation, c'est de se dire on va augmenter les prix grâce à la défiscalisation, parce que les investisseurs, du coup, ils sont prêts à acheter plus cher. Tellement qu'à un moment, on va créer suffisamment d'offres, c'est le fameux choc d'offres, que les prix vont baisser. C'est-à-dire qu'en fait, l'État prend les investisseurs particuliers pour des prunes qui vont acheter un truc tellement que tout d'un coup, ça va devenir moins cher et qu'ils vont perdre de l'argent. Donc en fait, c'est surtout les investisseurs qui prennent l'État pour une prune et qui ont très bien compris que ça va continuer à augmenter. Parce que, et je terminerai là-dessus pour vous répondre sur pourquoi c'est pas un marché comme les autres, le logement, pourquoi ça ne fonctionne pas comme les voitures ou les sacs à main. Alors, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est parce que le foncier est un support de production non reproductible. On ne peut pas créer plus de foncier sauf si on envahit d'autres pays. Voilà. Et on a qui le font. On peut aussi augmenter les droits. Le foncier constructible, j'exagère, le foncier constructible est très limité. On peut augmenter le foncier constructible. Mais dans les zones frontalières, vous voyez par exemple la Suisse, qui est présente. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est le propriétaire foncier qui va faire augmenter les prix. Dans la valeur immobilière aujourd'hui en France, 50% c'est la valeur du terrain. Propriétaire foncier, j'ai dit les prix immobiliers prennent 2,3%, les prix fonciers prennent 3%. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 promoteurs autour d'un propriétaire foncier. La propriété foncière prend 8% par an. Elle est très peu imposée. Les propriétaires fonciers, quand ce qui se passe en 2022, donc que les gens ne peuvent plus acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et ils ont raison d'attendre. Enfin, ils ont raison d'un point de vue financier, ils ont raison d'attendre. Et en fait, quand on va au bout de la pensée un peu libérale, il faut toujours lire les auteurs les gens de ce listant au bout de la pensée libérale. Et Adam Smith dit, donc dans La richesse des nations, dit qu'il est inconcevable que des gens s'enrichissent en dormant, comme les propriétaires fonciers. Friedrich Hayek, qui est l'économiste qui, pour le coup, a dû se faire rouler dessus par un fonctionnaire parce qu'il déteste vraiment beaucoup l'État, a dit que la taxe foncière est la meilleure des taxes. Et en fait, il n'y a aucune raison objective pour le marché, dans un point de vue, et que moi je suis politiste et économiste. En fait, il n'y a aucune raison objective que le foncier soit détenu par des acteurs privés. Parce que le foncier n'est pas produit. Les usines, si vous taxez la production d'usines, vous taxez les productions de voitures, il y aura moins de voitures. Alors il y a un bon niveau de taxation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas taxer, mais en tout cas, c'est un effet sur la production. Que vous taxez le foncier, il y en aura toujours autant, il ne va pas s'évaporer. Donc, en tout cas, j'espère vous avoir donné un truc en synthèse, mais qui explique en fait que la méthode actuelle et toutes les relances, aujourd'hui, on a toujours voulu produire plus en faisant augmenter les prix, et on a voulu produire plus pour faire baisser les prix. Donc, en fait, il y a une contradiction interne majeure, et pourtant, on en verra après, il y a des alternatives qui existent, qui, elles, sont contracycliques et permettent de produire en baissant les prix.